Départemental 2021, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Madame Monique Lubin, bonjour. Bonjour. Et Monsieur Olivier Martinez, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sénatrice landaise, vous nous représentez à Paris, et vous êtes aussi conseillère départementale sortante, actuellement, sous les couleurs de Les Landes avec vous, qui est la majorité qui dirige notre département. Vous êtes aidé pour ça par Monsieur Olivier Martinez, qui est aussi votre binôme depuis 2015, donc conseiller départemental sortant. Vous êtes aussi conseiller municipal à Saint-Sevé et conseiller communautaire à Chalosse-Tursan. Vous partez au départemental sur le canton de Chalosse-Tursan, donc vous êtes bien connu puisque vous êtes en place. Qu'est-ce qui fait qu'on rebrigue un nouveau mandat? Qu'est-ce qui donne envie de continuer? Tout simplement l'envie de continuer les objectifs, les projets engagés sur la dernière mandature, pouvoir porter tout ce que nous avons pu mettre en œuvre depuis 6 ans, tout d'abord sous la présidence d'Henri Emmanueli, puis sous la présidence de Xavier Fortinon, la volonté de poursuivre cet effort pour les Landaises et les Landais avec un programme novateur qui leur permette de répondre à leurs attentes sur le territoire du département, bien entendu, mais plus particulièrement sur le territoire Chalosse-Tursan. Voilà, il faut bien voir que les Landes, c'est d'abord le département, mais qu'en même temps, vous avez un double rôle. Vous défendez des gros projets et des beaux projets au niveau départemental, et après, Chalosse-Tursan, vous essayez qu'ils soient bien outillés. Le propre d'un conseiller départemental, c'est d'abord de faire la politique d'un département. On est élus, conseillers départementaux. Voilà. Ensuite, bien évidemment, nous portons notre canton, si je puis dire, et nous soutenons les projets qui sont portés par les élus, et nous-mêmes, nous pouvons apporter dans l'escarcelle départementale des projets qui concernent notre territoire. Alors, on va en profiter quand on prépare toujours les entretiens. Vous m'avez dit, il faut qu'on parle d'un terme que peu de gens connaissent, et pourtant qui est primordial dans ce cadre-là, c'est compétence. C'est-à-dire que chaque feuille, chaque étape de la vie des élus a des compétences. Les mairies ont des compétences, les intercos, le département, la région. Et vous pensez que cette notion de compétence n'est pas bien connue et qu'il faut remettre un coup de projecteur dessus? Tous les 6 ans, nous constatons que nos concurrents mélangent tout. Je le dis de manière rapide, parce que c'est ce qui me paraît le plus compréhensible. Ils mélangent tout. Et aujourd'hui, on entend certaines choses. On entend par exemple que nous manquerions dans ce département de places en EHPAD, ce qui n'est pas le cas, d'une part. Et d'autre part, les EHPAD, il faut savoir que ce n'est pas le conseil départemental qui les crée. Ce n'est pas le conseil départemental qui demande des créations de places ou des constructions d'EHPAD. Ce sont les communes ou les communautés de communes, par le biais de leur CCAS ou CIAS, qui portent des projets que nous soutenons derrière. La même chose pour les crèches. Nous entendons qu'il manquerait des places en crèche. Mais ce sont les élus locaux qui font des crèches. Et donc, il nous paraît important, et Olivier pourrait citer d'autres exemples, il nous paraît important de rappeler ce que sont les compétences du département. Un autre exemple concret, on nous reproche dans certains endroits du département un manque de logements sociaux. Là aussi, les logements sociaux sont faits en accord avec les mairies du département, avec les élus locaux. Le département, certes, participe financièrement à ces objectifs de construction de logements sociaux, comme il le fait d'ailleurs pour l'aide à la création de places en accueil collectif pour les jeunes enfants, mais ce n'est pas notre compétence que de créer tous ces dispositifs. Donc, il est important pour nous de clarifier les choses de manière à ce que les électeurs sachent qui fait quoi et que nos adversaires ne promettent pas n'importe quoi. Et ce qui est assez cocasse, d'ailleurs, je tiens à le dire, c'est que ceux qui nous font ces reproches sont ou ont été en tête de certaines communes et donc ont la possibilité concrète de le faire. Voilà. On en a même certains qui sont conseillers départementaux sortants et donc parfois je me demande si eux-mêmes ont bien identifié toutes les compétences. Voilà, s'ils ont bien compris tous les étages et qui fait quoi. Alors, on va continuer parce que ça c'est intéressant parce que vos concurrents et nous-mêmes on ne les maîtrise pas toujours. Alors, quelles sont les compétences du département? Quelles sont les actions? Je crois que le social est la plus grosse compétence que vous avez. Tout à fait. Alors, il faut savoir que le département a une liste précise de compétences qui est dévolue de par la loi. Depuis la loi NOTRe de 2015, le département a des compétences à exercer. La solidarité, et Monique connaît très bien le sujet,
est le plus gros bloc de dépenses et d'intervention au niveau de nos compétences. Nous avons également des compétences en matière économique, en matière d'agriculture, en matière de mobilité, d'environnement, et nous participons bien entendu à une multitude d'interventions publiques aux côtés des collectivités du département quand la loi nous le permet. Et la liste que je viens de vous donner, bien évidemment, n'est pas limitative parce qu'il y a de très nombreux domaines dans lesquels nous intervenons. Les premières lois de décentralisation de 82, elles ont par exemple donné la compétence des collèges au département. Donc nous nous occupons des collèges. Les communes s'occupent de l'enseignement du premier degré, des écoles primaires. Mais par exemple, nous avons fait le choix de continuer à soutenir les communes en les aidant par des subventions à maintenir leur patrimoine scolaire. Mais nous, notre compétence, c'est celle des collèges et la région a celle des lycées. Voilà, si je peux faire un résumé, vous allez me dire si j'ai bien compris, c'est qu'il y a les compétences où vous intervenez directement, oui, par exemple un collège, vous décidez de construire un collège, c'est vous qui prenez tout en main. Et puis il y a l'EHPAD, c'est une commune qui décide de créer une commune et vous allez pouvoir l'aider financièrement, mais ça ne vient pas de vous, vous ne pouvez pas prédire et dire on va mettre un EHPAD à tel endroit. Ce n'est pas de votre compétence. Tout à fait. Et sachez que, comme vous le disiez, nous intervenons en propre, mais également en appui financier et en ingénierie auprès des collectivités. C'est une réalité. Mais dans tous les cas de figure, nous faisons cet effort financier uniquement pour que, même si une communauté de communes, une commune, un CCAS, un CIAS a peu de moyens financiers, l'aide du département permette de pouvoir débloquer la situation et de créer le projet qu'il souhaite porter. Parce qu'une des politiques fondamentales et l'esprit qui prévaut dans les choix que nous faisons au plan politique, c'est de maintenir les solidarités territoriales entre les territoires riches et les territoires un peu moins bien pourvus financièrement, j'entends les territoires ruraux, et ils sont nombreux dans le département des Landes. Donc, maintenant qu'on a fait un tour bien précis, on peut aller, donc par rapport aux 6 ans que vous venez de faire, pour vous, quel est le projet qui, pour vous, représente le mieux le travail que vous avez fait pendant 6 ans? Je pense qu'à l'échelle du département, c'est le village d'Alzheimer. C'était un projet emblématique porté par Henri Emmanuelli que nous avons mené à bien en très peu de temps, parce qu'il faut quand même savoir que nous avons construit un village, rien que ça, pour accueillir 120 malades d'Alzheimer ou de pathologies proche de celle d'Alzheimer. Et c'était une sacrée gageure quand même d'arriver à mener ce projet-là en à peine 7 années, puisque au début du mandat, on en était vraiment au balbutiement du projet. Donc c'est un projet pilote, il est unique en France, il sert de base de recherche avec des universités de Bordeaux et de Toulouse, avec une approche extrêmement nouvelle de cette maladie. Donc je pense que ça peut être notre fierté. Et puis, sur notre canton, nous avons, mais là je préfère que ce soit Olivier qui en parle, nous avons aussi porté un projet emblématique qui est Agroland. C'est ce que j'allais dire. Voilà, vous avez, on a. Alors, avant de parler d'Agroland, je vais rebondir entre le passé et le futur, parce que suite à cette expérience-là, vous avez dans les 6 ans qui viennent d'autres idées qui ressemblent aussi à ça, et d'aller sur d'autres maladies qui pourraient aussi, qui sont une vraie demande dans le département? Oui, tout à fait, puisque en matière de solidarité, nous avons toujours la volonté politique d'être avant-gardistes. Nous sommes souvent les premiers à engager sur nos territoires des politiques qui sont reprises au niveau national. Après le village d'Alzheimer, notre objectif, et la démarche, je vais dire, intellectuelle de ce projet serait à peu près la même, c'est de pouvoir créer un centre d'accueil pour les jeunes de 15 à 25 ans qui souffrent des différentes formes d'autisme. Parce que là aussi, il est de notre rôle de pouvoir répondre à l'attente des familles qui sont concernées et des patients qui souffrent de cette pathologie. Et on se rend compte, tout comme le village Alzheimer, qu'il n'y a pas dans notre pays de réponse adéquate et adaptée par rapport aux attentes des familles. On sait que c'est une pathologie complexe et nous souhaitons là aussi engager la même démarche, c'est-à-dire créer un centre, avoir un volet médical et de recherche en étant accompagné par des professeurs, des universités de médecine, de manière à ce que nous puissions, dans le département des Landes, là aussi, être les premiers en la matière. Et vous visez une tranche d'âge, parce qu'on sait que c'est la tranche d'âge où souvent ils sont le plus à l'abandon, c'est les 15-25 ans, c'est une tranche d'âge difficile à ce moment-là, pour les familles? Ils ne sont pas à l'abandon, mais c'est effectivement la fin de l'adolescence, le début de ce qui devrait être la vie active de jeunes adultes. Et on sait que ce passage-là, il est déjà très compliqué pour les enfants, en général, et pour des enfants qui souffrent de ces formes d'autisme,
ça l'est encore plus. Et c'est pour ça que nous souhaitons nous focaliser sur cette tranche d'âge. Alors, je vais rester dans justement la même idée, puisque vous voulez aussi créer un village d'accueil des aidants, parce qu'on s'est quand même rendu compte avec la pandémie que c'était des gens dont on parlait très peu, pas beaucoup, et qu'ils font un sacré boulot et qui sont souvent à la rupture. Alors, les aidants, on en parle depuis un moment, mais on en parle. Voilà. Les aidants, qu'il s'agisse de maladies, de personnes qui accompagnent des malades d'Alzheimer, ou tout simplement de maladies de longue durée, le constat il est simple, souvent les aidants sont épuisés. Il arrive même que les aidants connaissent des difficultés de santé graves, tout en s'occupant de personnes qui sont également gravement malades, et il n'y a aucun espace de répit. Être aidant aujourd'hui, c'est consacrer sa vie à quelqu'un, mettre la sienne complètement de côté et n'avoir jamais aucun moment de répit. Donc nous avons imaginé, nous avons imaginé et nous allons créer un village d'accueil pour les aidants dans lequel ils pourraient venir lâcher prise avec le malade qu'ils accompagnent et qui serait pris en charge par d'autres équipes. Voilà, c'est notre projet, ça sera aussi un projet novateur. Tout en maintenant notre soutien aux accueils de jour, puisque dans le département, nous avons soutenu, bien évidemment, la création et le maintien d'accueils de jour, de manière à ce que les aidants puissent au moins souffler quelques heures dans la journée. Alors, on va continuer. Toujours, je déroule comme ça parce qu'il y a une logique qui est aussi dans l'innovation, parce que les aidants sont souvent de s'occuper de personnes âgées. Et là aussi, bon, on parle de l'EHPAD, vous avez remis les choses au clair, mais on s'aperçoit que l'EHPAD, c'est la fin. Avant, il y a d'autres possibilités. Et là, vous voulez vraiment engager un vrai travail de fond sur toutes les différentes étapes qu'on pourrait mettre en place. Alors, nous avons commencé déjà. Oui. Là aussi, nous avons commencé, voilà, par rapport à ce qu'on peut entendre ici ou là. Et nous avons déjà répondu à des appels à projets du gouvernement sur des places de résidence autonomie. Nous l'avions déjà fait un petit peu avant. Certaines résidences autonomie, des résidences autonomie existent déjà dans les Landes, de l'habitat regroupé, des logements inclusifs. Et ça, c'est effectivement l'avenir. Alors attention, il ne faut pas non plus que ça devienne un miroir aux alouettes. On ne remplacera pas les EHPAD. Les EHPAD ont une fonction. Voilà. Par contre, il faut un sas entre le domicile et l'entrée en EHPAD pour répondre aux attentes de personnes qui commencent à être dépendantes mais ne le sont pas encore au point de devoir être prises totalement en charge, ou tout simplement de gens qui sont seuls et qui ont envie de vivre avec d'autres personnes autour d'elles. Donc là, on est sur les personnes âgées. On va arriver donc justement sur l'économie aussi, parce qu'il faut, et on va reparler d'Agroland. C'est un projet justement qui montre toute la fonction économique du département. Écoutez, tout à fait. C'est surtout la preuve que la vision de l'aménagement du territoire en matière économique d'Henri Emmanuelli était la bonne. Il a toujours souhaité porter des projets d'aménagement et de développement économique aux côtés des collectivités, en l'occurrence les communautés de communes et d'agglomération, de manière à ce que nous puissions amener une puissance de feu financière du département aux côtés de communautés de communes qui souvent n'ont pas les moyens seuls de pouvoir porter de grandes zones d'activité. Il y a eu Atlantis Sud, qui est une véritable réussite. Il y a plus de 1200 emplois aujourd'hui sur la zone. Il y a 113 millions d'euros d'investissement. On voit aujourd'hui encore, dernièrement, une société qui va s'installer avec près de 250 emplois. On voit que l'aménagement du territoire en concertation avec les élus locaux est une réussite. Sur Chalosse-sur-Sang, le technopole agroalimentaire Agroland, là aussi qui était une volonté politique forte d'Henri Emmanuelli, est sorti de terre. Quelques péripéties, on a eu le chantier stoppé pendant 1 an pour des fouilles archéologiques, mais aujourd'hui, le bâtiment agrocampus qui a été construit est plein à 75%. Les terrains qui aujourd'hui vont être commercialisés en septembre, d'ores et déjà, nous avons plusieurs entreprises qui se sont positionnées. Mais pourquoi c'est une réussite ce technopole? Tout simplement parce que je vous parlais de la synergie entre les élus locaux et le département, mais pas que. Aujourd'hui, l'ensemble des acteurs de la filière agroalimentaire et du monde agricole participent à ce projet. La société qui anime et qui développe le technopole agroalimentaire, dans son actionnariat, il n'y a pas que les collectivités. Il y a près de 40 entreprises landaises qui aujourd'hui nous ont fait confiance et nous leur avons fait confiance pour aller chercher de la valeur ajoutée, de nouveaux domaines de développement,
de la recherche, de manière à ce que nous puissions créer un pôle d'excellence, un écosystème économique agroalimentaire qui fasse référence dans les Landes, mais au-delà, et on l'espère, au niveau national. Alors, on parle d'entreprise, on va aborder un autre sujet, j'aurais pu l'aborder au moment de la pandémie, voilà, c'est la fibre. Aujourd'hui, il y a un vrai travail. Alors, vous êtes vice-président du SIDEC. Alors, peut-être vous allez nous expliquer ce qu'est le SIDEC, parce que beaucoup de gens voient des voitures passer, mais ils ne savent pas à quoi ça correspond. Hein, et quelle est sa fonction? Parce que justement, ça rentre dans cette stratégie que vous avez mis en place depuis fort longtemps. Alors, le SIDEC, c'est un syndicat mixte qui est composé des collectivités du département des Landes. Plusieurs domaines d'intervention, l'électricité, l'éclairage public, l'eau, l'assainissement et la fibre optique, puisque la compétence numérique a été déléguée à ce syndicat départemental par les collectivités qui ont souhaité donc mutualiser ce projet très audacieux d'apporter la fibre à tous les Landais et à toutes les Landaises avant le 31 décembre 2022. Donc voilà, c'était ce côté-là qui m'intéressait, parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que la fibre, c'est indispensable. Donc aujourd'hui, on est quasiment au niveau des Landes, c'est un grand débat, donc on est quasiment fini 2022, la fibre partout. Au 31 décembre 2022, concernant le périmètre du SIDEC, et ça représente 200 000 locaux, c'est-à-dire des entreprises, des administrations publiques, des immeubles collectifs et des maisons individuelles, les 200 000 locaux identifiés seront fibrés au 31 décembre 2022, c'est-à-dire que la fibre sera devant la porte de chacun de ces 200 000 locaux. Nous n'intervenons pas dans l'agglomération du Marsan, nous n'intervenons pas dans l'agglomération de Dax, puisqu'il y a eu d'autres dispositifs qui ont été mis en œuvre il y a fort longtemps, bien avant que nous prenions la main pour développer la fibre avec le SIDEC. Sur ces territoires, la fibre est toujours en cours de développement. Ce sont des périmètres sur lesquels nous ne pouvons pas agir. Ce sont des périmètres sur lesquels, là, contrairement à nous, on ne peut pas garantir au 31 décembre 2022 l'intégralité du raccordement à la fibre. Nous, c'est contractuellement engageant et ça sera fait en temps et en heure. Alors, comme vous disiez, ça montre la puissance que peut avoir un département dans des interventions à long terme, et puis c'est aussi la puissance du département sur des interventions à court terme, quand personne n'a rien prévu, mais que ça arrive. Vous voyez où je veux en venir. C'est la pandémie, on parlait des inondations, la grippe aviaire, et là, vous voudriez qu'on reconnaisse quand même le travail qui a été fait par le département, et surtout sa réactivité. Oui, je pense que notre département, enfin notre majorité a démontré que nous étions en capacité de réagir rapidement quand arrivent des choses qu'on ne peut évidemment pas prévoir. Alors, la pandémie en premier, hein. Je pense que maintenant nous vivons avec, nous apprenons à vivre avec, malheureusement, mais quand même mars 2020 restera, je pense, dans les mémoires comme un moment extrêmement particulier. Nous nous sommes trouvés devant des carences, enfin en tout cas une désorganisation totale au niveau de l'État. Pas de masques, pas de protection pour les médecins, les personnels de santé, les personnels d'intervention à domicile. Et nous avons été, après le premier coup de massue qui nous est tombé sur la tête comme tout le monde, mais en capacité très très rapidement de commander des masques, de soutenir les personnels soignants, même quand ça n'était pas de notre compétence, hein. C'est nous qui avons aidé les services de l'État, hein, pour commencer. Il faut le savoir, avant que tout le monde soit en capacité de commander à des gens qui étaient eux aussi en capacité tout d'un coup de produire. Cette réactivité, nous en avons été capables aussi parce que nous sommes dans un département qui financièrement est bien géré, et qui a pu avancer des sommes nécessaires pour faire toutes ces commandes, pour pallier ces manques-là. Et puis ensuite, une autre pandémie, alors différente, hein, puisqu'elle touche les animaux, et dans notre département, tout le secteur de l'agroalimentaire, la grippe aviaire. Alors là, malheureusement, nous commençons à être habitués. Je dis bien malheureusement. Nous sommes au 3e épisode de grippe aviaire qui met considérablement à mal, qui met à mal toute notre filière de l'amont à l'aval. Bon, et là aussi, nous avions mis des règlements en place que nous sommes du coup en capacité de réactiver chaque fois que nous en avons besoin pour venir aussi bien en aide aux producteurs à l'aval qu'à l'amont. Voilà. Et sur les routes, là aussi, ça a généré... Moi, je voudrais revenir sur l'aspect solidarité et santé de l'intervention du département sur cette pandémie. Moi, je n'oublie pas aussi qu'encore aujourd'hui, aux côtés des services de santé de l'État, nous avons nos infirmières et nos médecins du conseil départemental qui continuent à vacciner
tous les jours dans les centres de vaccination départementaux, aux côtés donc des différents intervenants de l'État. Et ça, c'est à souligner parce que là aussi, on a cette capacité de réactivité par rapport à l'urgence et nous avons aussi du personnel qui est totalement dévoué et disponible justement pour favoriser donc le déploiement de ce dispositif de vaccination parce qu'on sait que c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui pour sortir de cette pandémie. Alors, on va aller très vite maintenant parce qu'on est quasiment à la fin. Je vais partir sur la jeunesse parce que je pense que justement ça inquiète beaucoup de gens cette sortie de pandémie, dont la jeunesse qui a été enfermée. On ne sait pas trop comment ça va réagir. Et là c'est pareil. Alors, on ne va pas parler de la pandémie, mais on va parler de l'action du département au niveau des jeunes parce que ça vous y tenez beaucoup parce que vous voulez bien dire que vous êtes présent à ce niveau-là. Alors, il faut savoir que depuis longtemps, le département des Landes intervient dans des domaines qui ne sont pas forcément les siens. Nous soutenons par exemple les familles pour envoyer leurs enfants en colonie de vacances, en centre de loisirs. Et aujourd'hui, il se trouve qu'au niveau du Parlement, je suis rapporteur d'une mission sur l'égalité des chances et je peux vous dire que ce sont des éléments qui sont extrêmement importants pour les jeunes enfants. Donc nous avons déjà une habitude. Nous avons sur cette mandature mis en place le PAC XL Jeunes sur lequel nous aidons notamment au permis de conduire dès lors que les jeunes s'engagent sur une mission d'intérêt général. Et nous allons continuer parce que nous savons que les jeunes vont sortir particulièrement, handicapés, si je puis dire, et particulièrement amoindris de cette crise. La crise a démontré une souffrance chez un certain nombre de jeunes que nous pouvions imaginer, mais peut-être pas à ce point. Très bien, merci beaucoup. Alors, on arrive à la fin du temps imparti et je vais vous poser la question que je pose systématiquement à tous les candidats qui me font le plaisir de venir sur notre plateau. C'est que le 20 juin, il faut aller voter. Alors, je fais toujours, et il faut aller voter, quelle que soit la liste presque, mais il faut aller voter, ça c'est indispensable. Mais Chalosse-sur-Sang, il y a 3 listes. Pourquoi choisir votre liste plutôt qu'une des 2 autres? Moi, je crois que quand les électeurs auront vu cette vidéo, ils comprendront pour qui ils devront voter. Parce que nous avons un beau bilan et nous avons de beaux projets. Et je pense que nous sommes en capacité de continuer à œuvrer pour l'intérêt général, dans le respect des solidarités, à la fois entre les femmes et les hommes et entre les territoires. Nous sommes le seul projet politique des 6 prochaines années qui répond à cette attente, tout en étant efficient et opérationnel. Je pense que les gens doivent choisir notre binôme parce que dans la période que nous vivons, ils ont besoin de sécurité et pas d'aventure. Nous sommes en train de démontrer que nous avons porté des projets extrêmement sérieux. Nous avons d'autres projets tout aussi sérieux. Et ce que je vois chez mes concurrents, ce sont des affirmations souvent erronées. Par contre, aucun projet en vue. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux pour conduire un département dont on sait que toutes les compétences à un moment ou à un autre de la vie concernent tous les Landais. Voilà. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer nous voir dans cette campagne. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis au 20 juin. À très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci.